Hello, bienvenue du coup à cette conférence. C'est enregistré si jamais pour votre information. On ne vous voit pas mais c'est filmé devant. Du coup moi je suis de la CUAE, le syndicat étudiant et la fêtière universitaire des associations d'étudiantes et d'étudiants de l'Université de Genève. J'avoue, j'ai rien préparé et je suis arrivée méga à la dernière minute, comme vous avez peut-être vu. Mais je sais pas trop ce que je dois parler, mais du coup, on est ravis de pouvoir co-organiser cette conférence avec le site et le SSP, parce que ça fait plaisir de un peu pouvoir élargir les discussions par rapport à la Palestine qu'on a, enfin toutes les conférences qu'on a déjà pu organiser, co-organiser, etc. avec le site par exemple. Du coup voilà. On m'a dit que je devais parler de la hausse des taxes et de la mobilisation. Du coup, voilà. Je sais pas exactement. J'ai l'impression que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un petit peu au courant. Mais du coup, la hausse des taxes menace aussi les universités. On a pu voir déjà à la rentrée septembre 2025, les hautes écoles de Genève, les hautes écoles romandes ont vu leurs taxes augmenter. C'est un risque qui existe aussi ici à l'UNIGE. Donc voilà, on s'est mobilisé début octobre. Je suis en train de voir derrière vous vraiment un chaos dans les escaliers, pardon. Ils sont en train de descendre un caddie dans les escaliers, pardon. Du coup, non, voilà, du coup, on a lancé un peu une mobilisation au printemps dernier qui a continué ce début d'automne avec un rassemblement le 1er octobre. Et donc voilà, on ne sait pas encore exactement quelles vont être les suites, mais on espère que ça va être grand et ça va être beau, parce qu'il faut s'organiser si on ne veut pas que ça nous arrive bientôt. Voilà, sinon un peu les dernières nouvelles de la CUAE, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ça va bien. On a plein d'agendas et de plaquettes à distribuer encore. Si vous êtes étudiant en texte, n'hésitez pas à signer nos plaquettes. Ça permet de nous soutenir et de soutenir la vie associative à l'Université de Genève. Aussi, n'hésitez pas à vous procurer un agenda si vous n'en avez pas encore. Même si vous n'êtes pas étudiant en texte, c'est bien sûr possible. Sinon, on a encore plein de conférences, projections, etc. qui sont organisées pour la suite du semestre. Entre autres, le 13 décembre, une projection au Spoutnik contre les violences policières. Aussi, début décembre, une conférence suite à la mort de Enzoy. Là, j'ai plus tout en tête, mais ah oui, le 8 novembre, une conférence contre la guerre. Voilà, donc ça va être la veille du 9 novembre, parce que c'est une journée de commémoration du 9 novembre 1932. Parce qu'en fait, il y a la pierre qui se retrouve juste devant une imaille à l'arrêt de tram. Donc, c'est une journée de commémoration pour les personnes qui ont été tuées le 9 novembre 1932 en luttant contre le fascisme. Du coup, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à venir à tous ces événements qui vont être super chouettes et super intéressants. Et voilà, j'arrête de vous raconter un peu tout et n'importe quoi et je vous laisse. Bonne soirée! Merci. Donc, au nom du syndicat des services publics, qui est donc co-organisateur de cette soirée, avec nos collègues du site et de la CUE, bienvenue à toutes et tous. Juste vous informer que malheureusement, Jean-François Bayer est malade, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas à cette table, mais Agnès est là, heureusement. Pour nous, cette soirée, elle a un objectif clair. Il s'agit de rappeler un principe fondamental et fondateur de tout mouvement syndical qui se respecte, c'est bien sûr celui de la nécessaire solidarité internationale, se limiter à défendre les conditions de travail ou les salaires ici, sans s'opposer à l'exploitation, à la domination et aux injustices qui les nourrissent ailleurs, ce n'est pas du syndicalisme, en tout cas ce n'est pas celui que nous on porte au SSP, et je pense qu'on peut parler pour le site également. Depuis ses origines, le syndicalisme, il sait que la lutte pour la dignité des travailleuses et travailleurs, elle ne s'arrête pas aux frontières. L'exploitation, elle, ne connaît pas de frontières, notre solidarité non plus. Face à la situation en Palestine, notre rôle de syndicaliste nous impose d'aller au-delà des émotions. Alors bien sûr, elles sont légitimes, elles sont nécessaires face à un drame humanitaire, mais elles ne suffisent pas. On doit s'armer d'outils de compréhension, de grilles d'analyse, de clés d'analyse pour lire ce drame dans toute sa complexité
parce qu'un drame humanitaire n'est pas une fatalité, il est la conséquence d'une histoire, d'un ensemble de faits qui sont politiques, qui sont sociaux et qui sont situés à la fois dans le temps et dans les lieux. La question qui nous est posée à nous, les syndicats, c'est la suivante. Comment des travailleuses et des travailleurs peuvent s'organiser, peuvent défendre leurs droits ou simplement vivre dignement alors que leur terre est occupée, que leur liberté de mouvement est entravée et que leur droit à l'autodétermination est bafoué? Comment un peuple, comment exister en tant que peuple et même en tant que classe est possible quand on est bombardé, quand on est brûlé et pulvérisé? Pour nos syndicats, il ne peut pas y avoir de droits humanitaires sans droits syndicaux et il ne peut pas y avoir de droits syndicaux sans droits humanitaires. Et la lutte contre l'exploitation, elle est indissociable de la lutte pour la justice et pour la paix. C'est pourquoi notre position, notre place en tant que syndicat, c'est à côté des peuples opprimés. Ici, ce soir, l'idée est de lier ces luttes, comprendre les racines de cette oppression et renforcer nos solidarités, au pluriel. On a donc l'honneur d'accueillir Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Je pense qu'elle se présentera peut-être bien mieux que moi. Et ces interventions, donc accompagnées par Soufiane, modérées par Soufiane, ces interventions et leurs interventions, ils ne vont pas seulement nourrir un débat. Pour nous, c'est une soirée aussi militante. Elle vise vraiment à nous armer intellectuellement pour renforcer nos mobilisations. Des mobilisations qui, d'ailleurs, sont partout dans le monde, prennent des formes concrètes, variées, s'amplifient. On a bien sûr les flottilles, on a bien sûr les manifestations populaires ici à Genève, mais partout dans le monde. Et plus modestement, on a la démarche qui a été menée par les syndicats sur le plan genevois, qui visait à ce que la caisse de prévoyance du personnel de l'État de Genève se désinvestisse de ses actions et obligations de l'État d'Israël. Parce qu'on a réalisé que la CPEG, donc qui est la caisse de pension de l'État, détenait des obligations israéliennes et reste encore actionnaire dans certaines entreprises israéliennes ou dans des entreprises qui opèrent dans les territoires occupés. Donc c'est une démarche qu'on a lancée. La CPEG s'est retirée, c'est la première caisse de Suisse, et l'idée c'est évidemment de continuer cette mobilisation dans tous les cantons et bien sûr aussi à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, auprès des grandes caisses privées. Chaque pas, pour nous, chaque geste, chaque mobilisation compte, d'autant plus si elle est menée avec lucidité et objectivité, ce sera le but de ce soir. Je m'arrête là, je passe la parole à ma camarade du site. Merci. Merci, bonsoir. Clara Barlet, je suis secrétaire syndicale au syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs, le syndicat CIT, et je suis notamment en charge du secteur de l'université. Donc pour compléter ce que vient de vous dire Vincent, je voulais donner quelques exemples, enfin 3, mais un a déjà été cité, de mobilisation de travailleuses de l'université ou d'autres secteurs. Donc à l'université, le personnel a demandé le soutien des syndicats CIT et SSP en mai 2024, donc ça faisait suite à l'occupation qu'avait menée le corps étudiant à l'université et à sa répression à l'université. Et donc on a eu une assemblée dans une salle à peu près de cette grandeur qui était une salle comble. Ça ne arrive pas tous les jours quand on fait des assemblées syndicales. Donc on voyait qu'il y avait un intérêt du personnel important. Lors de cette assemblée, une résolution a été votée et je voulais rappeler 2 demandes du personnel de l'époque. La première, que l'Université de Genève suspende les partenariats institutionnels avec les institutions d'enseignement supérieur en Israël tant que les principes du droit international ne sont pas respectés, fin de l'occupation illégale, fin de la colonisation des territoires palestiniens, du régime d'apartheid et fin des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Autre demande, au vu de la répression qu'on venait de connaître, que le rectorat cesse le recours aux forces de l'ordre dans l'enceinte de l'université pour faire pression ou arrêter la mobilisation pacifique des étudiantex de l'Université de Genève et qu'il assure un cadre propice au débat démocratique et à la libre expression des étudiantex et du personnel de l'Université de Genève. Donc nous, secrétaire syndical, membres du syndicat CIT, mais aussi SSP, étions aux côtés des étudiantes qui ont donc occupé l'université à plusieurs reprises pour demander la suppression des partenariats académiques avec les institutions israéliennes et également pour condamner la répression du mouvement étudiant. On est venu faire des prises de parole, on a affirmé publiquement soutenir les revendications de la coordination étudiante pour la Palestine, la CEP. Un autre exemple a été donné déjà par Vincent, c'est le désinvestissement de 2 millions
par la CPEG, on peut rajouter qu'en août, la CGAS, donc la fêtière des syndicats genevois, a également demandé à la SUVA, qui est le principal assureur accident de Suisse, aussi de désinvestir des obligations de l'État d'Israël et de 2 banques israéliennes. Donc on voit maintenant que ce mouvement qu'on a commencé à Genève est en train de prendre de l'ampleur dans d'autres cantons. Des gens nous sollicitent pour la CAP. S'il y a des gens ici qui sont intéressés à continuer ce mouvement, n'hésitez pas à venir nous voir. En parallèle, il y a également un collectif de travailleuses des HUG, donc l'hôpital public de Genève, qui a mobilisé, qui a demandé le soutien du syndicat CIT et SSP, également en lançant une pétition pour demander à l'hôpital de suspendre les collaborations institutionnelles avec les universités et centres de recherche israéliennes. Et du coup, cette discussion est en cours, ils sont en train d'être reçus par la direction des HUG. L'implication du site, et je pense qu'on peut dire la même chose pour le SSP, n'est pas nouvelle, mais on peut voir quand même que depuis ces 2 dernières années, il y a une augmentation. Notre syndicat faisait déjà partie du collectif Urgence Palestine Genève, mais depuis, nous avons rejoint la campagne suisse Apartheid Free Zone, dans laquelle il y a également le syndicat SSP, le syndicat UNIA, et depuis peu la CGAS, qui est la fêtière des syndicats genevois. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'appels à action. On a aussi relayé les manifestations. D'ailleurs, on vous appelle à venir à Berne demain avec nous. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai été marquée aussi dans ces 2 dernières semaines, depuis qu'il y a eu ce mouvement important en Italie, où tout à coup des personnes membres du syndicat ou non membres nous sollicitent en disant « c'est quand que vous lancez la grève générale ?» Alors peut-être ça fera l'objet de la discussion, parce que malheureusement en Suisse, on est un peu plus contraint qu'en Italie par le droit du travail et le droit dans la Constitution, mais en tout cas, ça démontre que les travailleuses ont ce souci d'augmenter les moyens d'action pour mettre fin à ce génocide, mais aussi mettre fin à l'apartheid et à la colonisation en Palestine. Voilà, bonne conférence. Alors, merci pour les introductions et les présentations. Je remercie aussi Agnès d'être présente aujourd'hui. Merci à vous tous. Je vais commencer effectivement parce que en préambule de la préparation, en tout cas, on s'était posé la question de savoir quel était le lien éventuel entre la question du syndicalisme et la question de la Palestine. Parce qu'on voulait éviter que ce qui nous semblait, pour nombre d'entre nous, et surtout au sein du syndicat, quelque chose qui nous semblait comme étant évident, on ne voulait pas que ça devienne justement une fausse évidence. Donc on s'est beaucoup posé la question de savoir jusqu'où le soutien à la Palestine devait concerner un syndicat. Et du coup, on s'est posé la question de cette conférence par rapport à ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé aussi à la question des travailleurs en Palestine, puisque la question du syndicat, c'est justement de s'intéresser aux conditions de travail des individus. Et en se mobilisant sur cette question, la première chose qui apparaît, c'était qu'en 2022, il y avait près de 200 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël. C'était le chiffre qui ressortait. Donc 200 000 Palestiniens, ça veut dire 2 fois plus que les frontaliers qui viennent ici à Genève. Je pense que ça parlera à tout le monde, ce genre de chiffre. Donc la question que je te pose, Agnès, pour commencer, c'est quelles étaient les conditions de travail des Palestiniens en Israël avant ce qu'on a appelé les événements de 2023 ? Bonsoir à vous toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour parler justement de cette situation des Palestiniens et de ce lien entre le syndicalisme et la cause palestinienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation des travailleurs palestiniens en Israël avant le 7 octobre, en fait, était complètement dépendante du bon vouloir d'Israël. C'est-à-dire que les Palestiniens qui voulaient travailler en Israël devaient obtenir un permis et que ce permis pouvait être révoqué à tout moment suivant les conditions et évidemment les conditions sécuritaires, puisque c'est à chaque fois le terme qui est utilisé par Israël pour justifier la délivrance ou non de permis de travail pour les Palestiniens, qu'ils soient de la bande de Gaza ou qu'ils soient de Cisjordanie. Cette possibilité pour les Palestiniens de travailler en Israël est importante, puisque vous savez qu'avant le 7 octobre, déjà, la bande de Gaza était sous blocus, c'est-à-dire que les conditions économiques de la bande de Gaza étaient extrêmement précaires, puisque tout devait passer par l'autorisation donnée par Israël. Et donc, la vie économique était complètement dépendante des décisions prises par Israël, aussi bien
pour faire rentrer ou faire sortir des produits de première nécessité, en sachant que dans la bande de Gaza, par exemple, il y avait une économie qui tentait de survivre, et cette économie était avant tout basée sur l'agriculture, puisqu'il y avait des conditions qui permettaient d'exploiter la terre dans la bande de Gaza. Mais toute production faite à Gaza, pour sortir et être exportée, eh bien, doit passer sous les fourches codines d'Israël, et qui pouvait, suivant son bon vouloir, eh bien, retenir les productions. Alors, quand tout allait bien, ça pouvait partir assez vite et être exporté. Quand Israël décidait qu'elle ne voulait pas que ces produits sortent, eh bien, les contrôles pouvaient durer une semaine. Et au bout d'une semaine, la majorité des produits qui pouvaient être exportés eh bien, pourrissaient sur place. Et donc, l'exportation n'était pas possible. Donc, vous imaginez les conditions extrêmement compliquées pour ces travailleurs palestiniens qui déjà travaillaient. Alors là, je prends l'exemple particulier de la bande de Gaza, mais on peut dire exactement la même chose en Cisjordanie. Donc ça, c'est pour l'exploitation qui est faite directement par ces travailleurs. Et l'autre aspect, c'est donc les permis qui sont délivrés ou non par Israël pour permettre aux travailleurs de sortir, puisque le taux de chômage dans la bande de Gaza avant le 7 octobre était extrêmement élevé, et que donc le seul moyen pour une partie des Palestiniens, c'était d'obtenir ce fameux permis leur permettant de travailler à l'extérieur. Avec un effet pervers que je voudrais quand même tout de suite souligner, c'est que vous vous retrouviez parfois en situation où ces travailleurs palestiniens qui, par nécessité, demandaient ces permis pour travailler en Israël, et certains d'entre eux se retrouvaient à travailler dans les colonies israéliennes. Ce qui est quand même une situation quand même un peu compliquée de voir ces Palestiniens qui se retrouvent à construire les maisons dans les colonies, lesquelles colonies sont illégales et sont construites sur un territoire qui n'appartient pas à ceux qui l'occupent, mais aux Palestiniens. Mais c'est toute une économie qui a été mise en place par Israël, et l'intérêt des Israéliens de faire venir cette main-d'œuvre palestinienne, c'est qu'elle est payée beaucoup moins cher qu'une main-d'œuvre autre. Et pour les Palestiniens, eh bien, à partir du moment où il n'y a pas de travail dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, ils n'ont pas d'autre choix de toute façon que de demander ces fameux permis à l'autorité qui gère les territoires occupés, l'autorité israélienne qui gère les territoires occupés. En sachant que du jour au lendemain, le permis que vous pouvez avoir peut être de toute façon retiré, et donc dès qu'il y avait des zones de tension, dès qu'il y avait des attentats, eh bien, la première mesure prise par Israël, c'était de retirer ces fameux permis de travail accordés aux travailleurs palestiniens, et lesquels se retrouvaient eh bien, chez eux sans pouvoir travailler, et donc avec une perte évidemment de salaire immédiat, puisque vous imaginez bien qu'il n'y a absolument aucun filet social concernant ces travailleurs précaires et qui sont maintenus dans cet état de précarité. Donc on a pu, dans le meilleur des cas, avoir 200 000 travailleurs palestiniens travaillant en Israël, mais ce chiffre pouvait baisser du jour au lendemain à 5 000 si, donc vous imaginez ce que ça représente en termes de conséquences sociales pour ces familles palestiniennes qui dépendaient de cette ressource, puisque l'économie en Cisjordanie et à Gaza ne permet pas eh bien, de donner du travail à tout le monde. Un autre aspect de la complexité de la situation des travailleurs palestiniens, et là c'est particulièrement propre à la Cisjordanie, c'est que vous savez que la Cisjordanie est un territoire qui est aujourd'hui complètement mité par les colonies. C'est comme si c'était un gruyère, c'est-à-dire que vous avez la Cisjordanie qui est territoire occupé, au sein duquel vous avez un développement de colonies, de routes de contournement qui ont été construites par Israël pour empêcher les Palestiniens d'utiliser ces routes, parce que ces routes visent à relier les colonies entre elles et à relier les colonies à l'État d'Israël pour ne pas passer par le territoire palestinien. Et donc, pour toute activité concernant les Palestiniens, eh bien, cette activité, elle est extrêmement limitée parce qu'il y a des checkpoints en permanence, que les routes qui sont réservées aux Palestiniens sont des routes souvent en mauvais état, parce qu'évidemment, Israël ne fait aucun investissement en territoire occupé pour les Palestiniens. Tout l'argent est mis pour construire ces fameuses routes de contournement dont je parle, qui relient les colonies entre elles, qui, elles, sont bien souvent désertes, parce que même s'il y a beaucoup de colons dans les colonies, ils sont quand même moins nombreux que les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Donc vous avez des belles routes magnifiques, à 4 voies, qui sont désertes, et alors que les routes qui sont réservées aux Palestiniens, elles sont eh bien, contraintes par ces checkpoints qui sont réguliers,
Et donc, parfois, pour faire un trajet qui devrait prendre en temps normal 3/4 d'heure, eh bien, vous pouvez passer 5 heures, 6 heures. Donc, ça complique aussi l'accès au travail de ces travailleurs palestiniens qui sont obligés de passer par ces checkpoints et avec tout l'aspect aléatoire de la capacité des Israéliens à les laisser ou non passer. Et donc, juste pour la petite anecdote, comment distingue-t-on ceux qui ont le droit de prendre les routes de contournement de ceux qui n'ont pas le droit? Eh bien, il y a un système de plaques de voiture qui est différent suivant que vous êtes israélien et colon, que vous êtes palestinien. Et donc, avec des systèmes de caméras sur ces routes qui sont réservées aux Israéliens et aux colons. Si vous êtes palestinien et que vous n'avez pas la bonne plaque minéralogique, eh bien, vous avez immédiatement, de toute façon, un contrôle qui s'effectue et on vient vous récupérer. Parce que moi, il y a des Palestiniens qui m'ont raconté au début s'être trompés simplement. Il n'y avait pas une volonté de prendre ces routes qui étaient désertes, mais se sont trompés. Évidemment, tout de suite, l'armée israélienne arrive. Et là, vous passez un mauvais moment parce que vous avez enfreint la règle et vous avez osé vous aventurer sur une route qui est réservée aux Israéliens. Donc, tout cela pour dire à quel point il est compliqué pour les Palestiniens de pouvoir travailler en Israël ou même de pouvoir travailler en Cisjordanie, territoire palestinien, puisqu'il y a toute cette contrainte qui est imposée en raison de la présence de ces colonies et qui a complètement changé le paysage et l'accès au territoire pour les Palestiniens. Je crois que le maître mot à comprendre, c'est la difficulté de circulation et d'accès au territoire pour les Palestiniens en raison de toutes ces contraintes et de tous ces barrages qui sont... Et en plus, il y a une particularité, c'est que vous avez de nombreux barrages volants. Donc, il y a les barrages qui sont institutionnalisés, que tout le monde connaît et dont on sait que le fameux barrage de Kalandia, qui est l'entrée de Ramallah, bon, les Palestiniens savent que c'est l'enfer de passer ce barrage, enfin, qui est plus qu'un barrage, c'est vraiment institutionnalisé. Mais vous avez en plus tous les barrages volants qui changent par nature du jour au lendemain. Et donc, si vous êtes palestinien, que vous devez rejoindre votre lieu de travail, eh bien, vous ne savez jamais à quelle heure vous allez arriver. Vous savez quand vous partez, mais vous ne savez jamais quand vous arrivez, avec toutes les conséquences que cela implique. Justement, d'un point de vue syndical, si on élargit aussi la question, il ne peut pas y avoir de question syndicale s'il n'y a pas d'intérêt pour les conditions de vie. L'objectif syndical étant la question sociale, donc l'intérêt qu'on porte aux conditions de vie des gens, et l'objectif étant bien sûr l'amélioration de ces conditions de vie. Si il s'agit pour nous de nous intéresser aux conditions de vie, on a vite compris, et en préparant ça, je m'y penchais un petit peu, l'histoire syndicale, elle s'est construite sur une compréhension d'emblée que la question syndicale serait internationale ou ne serait pas. Pourquoi ? Parce que la visée capitaliste étant mondiale, il faudrait qu'il y ait une réponse des travailleurs qui soit mondiale également. Et partant de ce principe, on ne peut que s'intéresser aux conditions de vie. Et c'est pour ça que dans les cultures syndicales, on a toujours mené des enquêtes sur les conditions de vie des individus. Et donc à ce stade, ma question, ce serait, puisque là on a parlé d'avant 2023, si on part de 2023 et notamment de ton livre, quelles sont les conditions de vie des Palestiniens ? Alors les conditions de vie des Palestiniens aujourd'hui, depuis le 7 octobre, je résumerai d'un mot. Si on parle de la bande de Gaza, aujourd'hui, cette bande de Gaza est à proprement parler invivable. Donc, il n'est même pas question de conditions de vie, puisque la vie n'est plus possible aujourd'hui dans la bande de Gaza. Pourquoi je dis que la vie est invivable, c'est que les destructions qui ont été menées par Israël depuis maintenant 2 ans ont fait en sorte que 80-90% du bâti a été détruit. Donc il n'y a pratiquement plus aucune maison qui est debout, que tous les hôpitaux et les centres de soins ont été détruits. Alors il y en a certains qui continuent à fonctionner, mais de façon évidemment extrêmement limitée, parce que je vous rappelle quand même que depuis mars, la rupture de la trêve par le gouvernement de Netanyahou et l'arrêt de l'entrée de l'aide humanitaire, pratiquement plus rien ne rentre dans la bande de Gaza. Donc il n'y a plus de possibilité de remettre en état, de remettre en service les hôpitaux, les centres de soins. Donc vous en avez de toute façon plus de la moitié qui ont été complètement détruits. Donc il n'y a plus rien de possible. Et dans les autres qui n'ont pas été détruits à 100%, ils sont détruits largement. Donc ils fonctionnent de façon complètement limitée.
simplement de façon dégradée, comme on dit, parce que de toute façon, vous n'avez plus de matériel, parce que le matériel ne rentre pas. Il n'y a pas d'électricité. Donc, comment faites-vous marcher un hôpital ou un centre de soins sans électricité, en sachant qu'il y a un certain nombre d'appareils qui nécessitent de l'électricité? Donc, vous ne pouvez plus vivre parce que 90% du bâti a été détruit. Vous ne pouvez pas vous faire soigner parce que les hôpitaux ne fonctionnent plus et que même Médecins sans frontières, par exemple, qui continue à avoir des missions sur place, eh bien, a arrêté il y a pas très longtemps même de fonctionner dans la bande à Gaza, Gazaville, donc au nord de la bande de Gaza, en raison des bombardements, vous savez, ces derniers temps, qui visaient particulièrement la bande de Gaza. C'était devenu tellement dangereux que même MSF a arrêté de fonctionner. Donc, vous ne pouvez pas avoir un toit sur votre tête, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Je ne parle même pas des écoles, de toute façon, qui ont été toutes détruites, ainsi que les universités. Les routes, évidemment, dans ce contexte, il n'y en a pas non plus, puisque si vous avez tout détruit, tout le bâti, les routes sont également détruites. Donc, vous avez des conditions de vie dans la bande de Gaza, j'insiste sur ce terme, qui aujourd'hui n'existe pas, c'est à proprement parler invivable. Et en Cisjordanie, qui est un cas un petit peu différent, même si on en a moins parlé ces derniers mois, parce que les regards étaient à juste titre braqués sur la situation dans la bande de Gaza, la vie en Jordanie est également extrêmement compliquée, dans le sens où vous avez régulièrement des descentes de colons qui s'attaquent en particulier aux villages palestiniens et avec un objectif plus précis qui est de s'attaquer à toutes les cultures des Palestiniens. On a beaucoup parlé des oliviers parce que vous savez que c'est une des ressources essentielles de l'économie de la Cisjordanie. Et donc au moment de la cueillette des olives, qui est une des ressources essentielles de nombreuses familles de Palestiniens en Cisjordanie, eh bien les colons ont fait des descentes dans les champs d'oliviers pour empêcher la récolte et donc pour priver les Palestiniens de la seule ressource dont ils disposent. Donc là aussi des conditions de vie, alors qui paraissent moins dramatiques que ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a eu moins de destruction, mais il ne faut pas minimiser pour autant ce que représente le traumatisme de l'action de ces colons dans les villages palestiniens, qui peuvent intervenir avec la protection de l'armée israélienne, alors qui au mieux regarde faire sans rien dire, au pire, participe aux côtés des colons pour empêcher à ce que les Palestiniens puissent simplement vivre de leur métier, et qui est bien souvent ce métier d'agriculteur qu'ils ne peuvent plus mener parce qu'ils n'ont plus accès à leur terrain. S'ajoute à cela, et ça vous le savez, je pense aussi bien que moi, avec ce mur qui a été construit en Cisjordanie pour séparer la Cisjordanie du territoire israélien, qui font que vous avez beaucoup de Palestiniens aujourd'hui qui ne peuvent même plus accéder à leurs champs parce qu'il y a le mur qui a été construit au milieu sans évidemment tenir compte de la réalité du terrain, et donc qui oblige les paysans palestiniens à faire des détours absolument considérables, mais à obtenir aussi les fameux permis dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas des permis de travail, mais des permis de circuler, qui là encore sont distribués suivant les impératifs de sécurité d'Israël. Et autant vous dire que depuis 2 ans, toutes ces mesures ont été largement amplifiées pour compliquer la vie des Palestiniens. Et ces différentes mesures que je suis en train de décrire sur les conditions de vie des Palestiniens visent à un objectif très clair: faire partir les Palestiniens de leur terre. C'est vraiment ça, à la clé, l'objectif qui est recherché. Dans le cas de Gaza, de rendre la vie invivable telle que je vous l'ai décrite, avec l'idée de partir, avec une particularité, et qui est quand même spécifique à ce qui se passe à Gaza et qu'on a vu dans aucune autre situation à travers le monde, c'est simplement le fait, si je puis dire, que là, les Palestiniens, ils ont nulle part où aller. Même si on reprend, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie, quand on prend le siège d'Alep, vous savez, la ville au nord de la Syrie, lorsqu'il y a eu ce siège qui a été terrible, il y avait quand même une possibilité pour les Syriens qui étaient pris au piège du siège d'Alep de partir vers la Turquie. Alors c'était un risque dingue de risque de leur vie, mais il y avait quand même une possibilité de pouvoir partir. La particularité de la bande de Gaza, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de partir, puisque d'un côté c'est Israël, de l'autre côté c'est l'Égypte, et qui n'ouvre pas le point de passage parce que
Alors, on pourra revenir sur les raisons, mais la raison quand même essentielle, c'est qu'il faut pour cela avoir l'approbation des Israéliens, qui évidemment ne la donnent pas. Et dans le cas de la Cisjordanie, l'idée c'est pareil, c'est de rendre la vie absolument impossible pour pousser les Palestiniens là à partir en Jordanie, qui est l'État voisin de la Cisjordanie. Donc il faut bien comprendre que toute cette stratégie qui a des conséquences directes sur les conditions de vie des Palestiniens a un objectif non seulement économique, mais avant tout politique. S'il y avait quelques réticences, elles sont vraiment infimes. Hein. Je dirais qu'elles sont vraiment infimes à gauche sur la question du soutien ou non à la Palestine, et je parle tout pays confondu. L'extrême droite, elle, mondiale, ne s'y trompe pas. C'est-à-dire que Trump est du côté d'Israël, Bolsonaro, c'est la même chose. Nous, sur le plan local, on a l'UDC, une sorte de boussole qui indique le Sud. Donc je me suis un peu intéressé quand même à ce qu'ils disent, parce que c'est toujours intéressant. Ce qu'ils déplorent à travers le soutien à la Palestine, c'est deux choses. C'est le fait qu'Israël serait une démocratie menacée. Donc la blague de l'extrême droite qui s'intéresse à la démocratie. Et puis le deuxième point, c'est le fait qu'ils déplorent que la question palestinienne mène au sein de certains syndicats justement des manifestations. C'est-à-dire qu'ils déplorent le fait qu'il y ait des manifestations en tant que telles. Juste le simple fait de manifester pose problème. Et j'ai vu justement circuler te concernant le fait que tes recherches t'aient mis un peu dans l'œil du cyclone et qu'on t'ait qualifié il y a quelques semaines de militante d'extrême gauche. Toi, Agnès? Bon, j'étais content, moi, mais il nous manque du personnel en plus pour casser des vitrines. Mais toi, en tant que telle, puisque tu parles en tant que chercheuse et tu parles en tant qu'enseignante, est-ce que tu vois un tournant par rapport à cette question, une offensive davantage menée s'agissant des universitaires et s'agissant des chercheurs, qui vise justement à toucher même l'objet de la recherche, de la même manière que sur le plan syndical, on voit que, encore une fois, des revendications simples ou des manifestations posent déjà problème? Oui, ce qui est sûr, c'est de toute façon, il y a une attaque délibérée de la part de certains milieux. Alors bon, moi, je suis à Paris, en France, c'est absolument évident, de la part, maintenant que l'extrême droite en France est le meilleur soutien d'Israël. Donc, chercher l'erreur quand même, puisque quand on voit traditionnellement la position de l'extrême droite et de voir qu'aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur d'Israël. Juste je fais une petite incise, j'en profite. C'est vrai que ce qu'il ne faut jamais oublier finalement, c'est que toute l'évolution de cela part pour moi du 11 septembre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le 11 septembre et donc les attaques contre le World Trade Center aux États-Unis, toute la question du terrorisme a visé finalement à empêcher toute réflexion sur le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la référence au 11 septembre et au terrorisme, et donc on dit le mot terrorisme, et à partir de là, il n'y a plus de réflexion possible. C'est une façon d'annihiler complètement la réflexion et de dire de toute façon, vous voyez bien, Israël, seule démocratie au Moyen-Orient, face à ce monde arabe qui est capable de mener des attentats comme les attentats du 11 septembre et après les attentats menés par le Hamas, justifie évidemment toute réaction face à cela et à considérer que, eh bien, il n'est plus possible finalement de pouvoir travailler sur cette région autrement qu'à travers cet angle de la lutte contre le terrorisme. Et quand vous êtes chercheur et que vous travaillez sur les sociétés proches et moyen-orientales avec une volonté de comprendre ce qui se passe, eh bien, vous êtes forcément un objet à atteindre, puisque vous allez simplement essayer, en tous les cas, d'analyser les réalités économiques, politiques, sociales, essayer de voir quelles sont les dynamiques sociétales, remettre en question certains éléments. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à considérer qu'Israël est une démocratie après tout ce qui se passe depuis 2 ans, et même auparavant. Et là, je voudrais aussi en profiter pour rappeler quand même que tout ce qui se passe depuis 2 ans avait déjà été largement entamé avant le 7 octobre, et que le blocus qui concernait la bande de Gaza est un blocus qui a été mis en place depuis 2007 et qui était déjà un blocus pratiquement hermétique et qui a simplement été encore plus renforcé depuis le 7 octobre. Et donc, n'oublions jamais cette réalité. Et pourquoi ce blocus? Parce que c'était le Hamas qui est arrivé au pouvoir après des élections qui ont été considérées comme des élections libres par la communauté internationale et en particulier les observateurs européens qui étaient présents lors des élections de 2005. Donc on est dans une confusion
totale et absolue, c'est que la communauté internationale, dès qu'il y a un conflit quelque part, considère que la seule façon de sortir du conflit, c'est d'organiser des élections, mais quand les élections donnent un résultat différent de celui qui était attendu, à ce moment-là, rien ne va plus. Et donc, au lendemain des élections de 2005, qui ont vu la victoire du Hamas, la première réaction de l'Union européenne, c'était d'arrêter toute aide financière à la bande de Gaza, alors que cette aide financière était issue des accords d'Oslo et devait permettre le développement de l'économie et donc le développement de la bande de Gaza. Donc, il ne faut jamais oublier tout cet enchaînement qui existe maintenant depuis des années, et que tout ce qui se passe dans la bande de Gaza a été évidemment largement amplifié depuis le 7 octobre, et là, pareil, avec une justification évidente, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, sans s'interroger, et je ne justifie en rien ce qui s'est passé le 7 octobre, mais sans mettre ça dans un contexte historique, qui est un contexte d'une colonisation d'un État, l'État d'Israël, qui colonise la terre de Palestine, et qui ne veut absolument pas accepter l'idée d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Donc lorsque vous êtes chercheur et que vous essayez de continuer à défendre ces idées qui sont simplement, j'allais dire, des idées évidentes, enfin, ça n'est pas une prise de position politique pour moi, en tant que chercheuse, de travailler sur la Palestine et de dire il y a un État qui est un État colonial qui colonise des territoires, les territoires palestiniens, et que les Palestiniens sont tout à fait légitimes à faire valoir leurs droits et la reconnaissance de leurs droits et la souveraineté sur ce qui devait être l'État de Palestine si on se réfère au plan de partage de 1947. Mais ça, aujourd'hui, c'est considéré comme une prise de position et non pas comme une analyse de la situation. Voilà, mais bon, il faut continuer à travailler et puis sans se laisser détourner de l'objectif qui est de donner à comprendre, de donner des éléments d'analyse et d'explication pour justement continuer cette mobilisation, qui est une mobilisation légitime d'un peuple qui est un peuple qui n'a toujours pas obtenu ses droits absolument fondamentaux, qui sont ses droits à une reconnaissance, à cette souveraineté sur ce territoire. Oui, c'est intéressant que tu mettes le doigt sur le mot terrorisme, puisqu'en préparant, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour me pencher sur la question. Dès lors que je me penchais sur la question de l'anarcho-syndicalisme à travers l'histoire, le premier à avoir conceptualisé la guerre à la terreur l'ont exprimé justement à l'égard des anarcho-syndicalistes. C'est-à-dire que les anarcho-syndicalistes étant vus comme ceux qui vont mettre à mal l'ordre établi. Et donc on a utilisé le mot terrorisme et puis on s'est réunis dans certains pays occidentaux pour créer Interpol, pour répondre justement à cet éventuel terrorisme. Aujourd'hui, on en est à des militants écologistes qui sont accusés d'écoterrorisme. Donc vraiment, cette question du terrorisme, elle permet de masquer tout un tas d'idéologies derrière. Après, sur le fond, puisque je reste sur la question du syndicat, ce qui ressortait beaucoup, c'était la question de la nécessité de l'autosuffisance. Dans la création des syndicats, il y avait cette volonté d'être toujours autosuffisant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se distinguaient des partis politiques à proprement parler. Et moi, si je voulais te poser la question s'agissant des Palestiniens, est-ce que tu dirais que la revendication finalement totale et essentielle des Palestiniens, c'est toujours le droit à l'autodétermination aussi ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident que la revendication palestinienne, c'est ce droit à l'autodétermination et c'est la reconnaissance de leurs droits, tout simplement, qui sont des droits politiques et qui s'accompagnent évidemment aussi de droits économiques et sociaux. Mais c'est avant tout une revendication politique, une revendication territoriale. Et à partir du moment où on accepte l'autodétermination des Palestiniens, eh bien, tout doit suivre, c'est-à-dire il y a tout un processus qui doit suivre pour permettre aux Palestiniens d'avoir un État et d'avoir un État. Et c'est là où ce qui se passe en ce moment me semble extrêmement dangereux, puisque aujourd'hui on dit que la bande de Gaza doit être un territoire démilitarisé, que tout le monde s'accorde à dire que dans le cadre d'une solution à deux États, il faut qu'il y ait un État palestinien démilitarisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un État ne peut pas exister s'il est démilitarisé. Donc là, il y a une dérive aussi aujourd'hui, pareil, en raison de ce qui s'est passé le 7 octobre, de la question du terrorisme, où on dénie aux Palestiniens le droit d'avoir véritablement un État. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire que d'imposer, enfin ça ne veut rien dire, si, c'est très clair de ce que ça veut dire, mais ça n'est évidemment pas une solution que de considérer que le seul État palestinien envisageable doit être un État démilitarisé, au nom de quoi les Palestiniens devraient accepter un État démilitarisé si cet État devait exister, et on en est encore très très loin.
Alors que vous avez à côté un État, l'État d'Israël, qui lui est surarmé et disposant d'une force militaire absolument considérable. Et donc là encore, on est dans quelque chose d'absolument aberrant, même aux yeux du droit international et de la revendication du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qui, pour exister, doit pouvoir avoir accès à un État avec les attributs d'un État. Et l'attribut d'un État, ça n'est sûrement pas d'accepter l'idée d'avoir un État démilitarisé, au nom de quoi Israël peut imposer aux Palestiniens, et Israël est déjà encore même loin de toute façon d'accepter la reconnaissance d'un État, d'avoir un État, mais en plus démilitarisé. Là, je trouve qu'on est dans quelque chose quand même qui est extrêmement choquant, et ce qui me choque peut-être le plus, c'est que tout le monde trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la possibilité d'un État palestinien, et comme vous voyez depuis quelques semaines, toutes les initiatives là, avec la reconnaissance de l'État palestinien, et donc tous les commentaires qui coulent de cette reconnaissance de l'État palestinien, tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, il faut un État palestinien, mais un État démilitarisé. Et plus personne ne s'interroge sur ce que ça veut dire, alors que pour moi, il me semble en tous les cas que c'est un non-sens si on prend les caractéristiques de ce doit être un État. Un État doit pouvoir se défendre. Et aujourd'hui, je considère que le peuple qui est en danger, ça n'est pas Israël, ce sont les Palestiniens, bien évidemment, avec l'idée pour Israël de faire disparaître ce peuple. Justement, je vais y revenir, puisque tu l'as beaucoup évoqué, la question coloniale, hein, et on en est là. Dans les années 60, la plupart des syndicats, y compris les syndicats suisses, ont réalisé qu'il ne pourra pas y avoir de lutte pour l'égalité sans la question du soutien à la décolonisation, de manière générale. Et c'est en ce sens que c'est devenu une tradition depuis 70 ans de lutter pour la décolonisation. On a quand même beaucoup de peine encore dans le débat public à reconnaître cette question coloniale s'agissant d'Israël. Et je pense, mais je te laisse développer là-dessus, que ce qui est le plus flagrant s'agissant de la colonisation en Israël, c'est le cas de la Cisjordanie. Et je te laisserai peut-être nous dire de quelle façon est-ce qu'on parle de colonie de façon assez factuelle et les points les plus saillants qui attestent de cette colonie. La colonisation israélienne, elle est absolument évidente en Cisjordanie, un petit peu moins à Gaza parce que les colonies avaient été démantelées en 2005, mais c'est quand même pour moi un territoire colonisé dans le sens où toutes les frontières sont contrôlées par Israël et qu'il n'y a aucune possibilité pour un Palestinien de Gaza de pouvoir rentrer et sortir librement. Donc de toute façon, pour moi, de fait, c'est aussi un territoire colonisé. Alors moins directement, et on va arriver à la situation en Jordanie, mais il ne faut pas se tromper. Moi, quand j'entends parfois dans certains débats, on me dit oui, mais de toute façon, les Israéliens se sont retirés de la bande de Gaza, donc en gros, tout va bien, ils ont fait ce qu'il fallait, ils se sont retirés. Ben non, oui, c'est vrai que les colonies ont été démantelées, ça c'est indéniable. Mais à partir du moment où Israël garde complètement le contrôle de l'accès à ce territoire, pour moi, ça continue à être un territoire colonisé, parce qu'il n'y a pas de liberté de circulation permettant aux Palestiniens, et ça rejoint la première question, ça ne leur permet pas de se développer, d'avoir une économie et de pouvoir vivre de leurs ressources. Donc, ça reste un territoire colonisé. En Cisjordanie, c'est encore plus flagrant, évidemment, puisque vous avez un territoire qui, normalement, devait, dans le cadre du plan de partage adopté par l'ONU en 1947, vous deviez avoir un État palestinien, et que cet État, cette Cisjordanie qui devait être un État palestinien, aujourd'hui est complètement envahi par les colonies. Donc ce sont des terrains qui appartiennent aux Palestiniens, qui ont été pris par Israël, sur lesquels on a installé des personnes. C'est ce qu'on appelle une colonie de peuplement. C'est exactement ce qu'a fait la France en Algérie, c'était une colonie de peuplement. Donc l'idée, à la différence de la bande de Gaza, vous avez une colonie, mais il n'y a plus de colonies de peuplement parce qu'on les a démantelées. En Jordanie, c'est une colonie de peuplement. Là où c'est très compliqué une colonie de peuplement, c'est que faire partir, du coup, dans le cas d'un règlement politique, de faire partir les colons qui habitent dans ces colonies de peuplement, c'est très compliqué. Autant dans la bande de Gaza, il y avait 8000 colons. Bon, 8000 colons, vous pouvez gérer et les faire partir. Aujourd'hui, en Cisjordanie, y compris Jérusalem, vous êtes à 700 000, 800 000 personnes. Comment faire partir 700 à 800 000 personnes? Vous avez une partie de cette population qui pourrait accepter de partir. Parce qu'une partie de ceux qui habitent les colonies ne sont pas des colons idéologisés. Ce sont des Israéliens à qui on a donné la possibilité d'acheter des appartements ou des maisons à bas prix.
Ce qui était une façon, évidemment, de renforcer la colonisation. Parce que vous aviez, au moment du développement des colonies, un certain nombre d'Israéliens qui n'avaient aucune envie d'aller vivre en Cisjordanie. Eux, ils préféraient rester vivre à Tel Aviv. Mais les prix des loyers étaient tels que le programme mis en place par les Israéliens a consisté à développer des maisons et des appartements dans les colonies et de dire aux familles qui n'avaient plus les moyens de vivre à Tel Aviv, mais regardez, on vous offre de magnifiques maisons à taux zéro dans les colonies. Donc allez-y. Donc vous avez une partie de ces habitants des colonies qui ne sont pas des colons idéologisés. Donc eux, à la limite, si on leur donne la possibilité de vivre ailleurs, ils pourraient y aller. Mais vous avez quand même toute une partie de ces colons qui sont dans les colonies parce que c'est un choix politique et eux, pour le coup, ils ne veulent pas du tout partir de ces colonies. Et donc, cette colonisation de peuplement est un aspect extrêmement difficile à régler et même dans le cadre d'un accord de paix, si par un coup de baguette magique demain matin, le gouvernement israélien acceptait de rendre les territoires palestiniens pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait de ces 700 000 colons qui sont aujourd'hui en Cisjordanie, donc en territoire palestinien, et qui ne veulent en aucun cas laisser cette terre? Alors les diplomates vous expliqueront que ça fait partie du travail de la diplomatie, de trouver des solutions, et qu'il y en a une qui pourrait consister à ce que les vraiment les plus grandes colonies qui sont en Cisjordanie soient rattachées à l'État d'Israël et qu'en compensation et en échange, Israël donne certains territoires qui sont aujourd'hui israéliens pour compenser. Bon, après, reste à déterminer quel territoire serait donné en échange, que ce ne soit pas non plus simplement du désert, alors que la Cisjordanie est un territoire sur lequel on peut quand même cultiver et donc mettre en place une économie. Donc ça, c'est quand même le point le plus important. Et quelle homogénéité territoriale donnée à Cisjordanie pour permettre un développement économique. Parce que si vous avez simplement des enclaves comme ça, complètement réparties, sans aucune possibilité de relier ces territoires entre eux pour permettre justement un développement possible, du coup, ça ne rime à rien et ça sera un territoire qui sera complètement, à nouveau, invivable. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que si vous êtes par exemple à Hébron et que vous voulez aller à Naplouse, en temps normal, en 1h30, 2 heures, grand maximum, vous y êtes. Aujourd'hui, vous pouvez passer une journée avant d'y arriver et parfois vous n'y arrivez jamais parce qu'il faut traverser Jérusalem, donc vous n'avez pas le droit en tant que Palestinien de traverser Jérusalem, donc il faut contourner avec les fameux barrages dont je vous ai parlé. Parfois les barrages, de toute façon, ils sont tels que vous ne pouvez même pas passer, il n'y a personne et on vous interdit de passer. Et donc, vous n'avez aucune viabilité économique. Et ça, cette dimension est une dimension absolument essentielle à comprendre. Et donc, c'est toute cette stratégie qui a été mise en place par Israël avec ses colonies un peu partout sur ce territoire de Cisjordanie. Et j'insiste sur le côté colonie de peuplement qui rend absolument invivable aujourd'hui le territoire tel qu'il existe. Et donc, il faudrait une décision politique, un engagement politique et un investissement politique absolument considérable pour essayer de rendre ce territoire à terme viable pour les Palestiniens dans le cadre d'un accord et avec toute la question de ces colons, comment renverser la situation pour que les colons ne soient plus une entrave à la création de cet État palestinien. Mais on est loin, loin, loin du compte aujourd'hui lorsque l'on voit le développement des colonies tel qu'il a été renforcé en plus ces dernières années, renforcé avec l'arrivée de l'extrême droite au sein du gouvernement de Netanyahou, puisque des avantages considérables ont été donnés aux colons, renforcés. Non seulement ils ont été armés par le gouvernement pour se défendre contre les Palestiniens, mais en plus, ils se sont encore plus développés parce qu'ils ont un blanc-seing total donné par ces ministres d'extrême droite qui gèrent eux-mêmes directement cette question. Oui, et puis depuis à peu près 2 ans maintenant, on a assisté quand même à une propagande de feu en faveur d'Israël dans le monde occidental. Et on a reçu tous les éléments de langage, l'armée la plus morale du monde, la question de la seule démocratie du Moyen-Orient. Il y avait aussi même la question des otages, sur lesquels on revient souvent, parce qu'on a réussi à développer l'idée que la question des otages, c'est des otages détenus par le Hamas, alors qu'il y a 10 000 prisonniers en Palestine, qui pour certains d'entre eux n'ont jamais été jugés.
Donc, eux aussi, ils sont en otage dans cette situation. Mais encore une fois, la propagande a réussi à inverser les choses par rapport à ça. Au point où des journalistes ont essayé de prononcer Hamas. Ils n'ont jamais dit Mohammed, mais ils disent Hamas pour essayer de se faire comprendre. Moi, par rapport à ça, la question de la propagande telle qu'elle est exposée, tu vois quelle influence à l'échelle du monde? Puisqu'à la fois, je pense que les éléments de langage prennent, sinon ils ne seraient pas déposés comme ça dans le débat public, mais en même temps, on voit à travers les populations des marées humaines dans l'ensemble des villes, y compris occidentales bien sûr, qui soutiennent la Palestine. Donc qu'est-ce que tu dis de cette propagande et qu'est-ce que tu dis de son opérance ou non? Je crois que les éléments de langage ont très bien fonctionné et que ces éléments de langage, enfin, il y avait toute une stratégie qui était finalement patiemment élaborée par Israël, mais là encore bien avant le 7 octobre. Et si, après le 7 octobre, tous ces éléments de langage ont pu se répandre aussi facilement, c'est que tout était en place parce que ça a toujours été une constante d'Israël de mettre en place des éléments justement pour défendre la position de cet État contre la question palestinienne. C'est-à-dire que là aussi, la question palestinienne, elle ne date pas du 7 octobre. Elle existe depuis des dizaines d'années. Israël, les Américains ont essayé de la mettre complètement de côté, de la mettre sous le tapis, si je puis dire, avec les fameux accords d'Abraham qui ont été signés en 2020 et qui étaient soi-disant la grande victoire du premier mandat de Trump, d'avoir réussi à ce que certains pays arabes normalisent leurs relations avec Israël. Et donc tous ces éléments de langage, en fait, ils existaient bien avant le 7 octobre. Mais c'est vrai que le 7 octobre a permis à tout cela de pouvoir s'exprimer, et alors là, beaucoup plus facilement, parce que le traumatisme du 7 octobre, l'horreur de ce qui s'est passé, justifiait bien, que ces éléments de langage soient repris et soient largement diffusés dans les plateaux, avec un certain nombre d'experts, entre guillemets, qui relayaient ces éléments de langage. Et face à l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était très facile, évidemment, d'utiliser ces éléments de langage. Sauf qu'on s'aperçoit que la situation a été tellement loin de la part d'Israël en réaction au 7 octobre, avec cette utilisation disproportionnée de la force contre la société palestinienne, contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, qu'on s'aperçoit que ces éléments de langage, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à s'imposer face à la réalité de ce qui se passe, à la réalité des images, même si Israël, et je pense que ici vous êtes tous au courant de cela, Israël refuse toujours l'entrée du territoire de la bande de Gaza à des journalistes internationaux, à des observateurs internationaux, ce qui montre bien qu'Israël veut continuer à complètement dominer ces éléments de langage, à continuer à mettre en avant ses propres éléments au détriment de ce qui se passe. Alors évidemment, c'est sans compter quand même sur le fait qu'il y a des journalistes palestiniens qui habitent à Gaza et qui documentent tous les jours ce qui se passe. Mais avec ça aussi, c'est un élément très important et qui rentre dans ces éléments de langage, c'est qu'on voit que l'armée israélienne a mis sur pied une unité spéciale de son armée qui vise à établir des liens entre les journalistes palestiniens, donc les journalistes gazaouis qui sont dans la bande de Gaza, pour établir systématiquement des liens avec le Hamas, pour justifier qu'ils soient tués lors des bombardements. Vous savez quand même que le nombre de journalistes tués dans la bande de Gaza est le plus élevé au monde dans tous les conflits, rapporté au nombre de la population, évidemment. Vous avez aujourd'hui à minima 240 journalistes palestiniens qui ont été tués dans la bande de Gaza, ce qui en fait le ratio le plus élevé au monde dans tous les conflits réunis. Vous imaginez quand même, c'est énorme ce qui se passe. Et cette unité de l'armée israélienne a été mise sur pied pour justifier que ces journalistes soient tués, parce que ce sont des terroristes, parce qu'ils avaient des liens avec le Hamas. Donc ça a été jusqu'à montrer, par exemple, quand un journaliste palestinien est tué, assassiné, cette unité de l'armée montre immédiatement, par exemple, une photo de ce journaliste à côté d'un responsable du Hamas, pour montrer qu'il était tout à fait légitime de l'armée israélienne qu'elle le tue, parce que c'est un combattant ou un militant du Hamas. Alors que, vous savez très bien,
que quand vous êtes journaliste, moi je l'étais dans une vie antérieure, moi j'ai fait une belle interview, je dis ça entre guillemets évidemment, avec Kadhafi. Donc il y a eu des photos, parce qu'à la fin d'une interview, la tradition c'est que le journaliste prend une photo avec la personne qui l'a interviewé. Donc moi j'ai été prise en photo à côté de Kadhafi, donc on peut considérer que je suis terroriste parce que Kadhafi a été responsable d'actions terroristes à travers le monde, ce qui est vrai. Donc le raccourci, il peut très facilement se faire. Et donc cette unité, et donc ça répond aussi à ta question, cette unité a été mise en place pour justifier le fait que les journalistes doivent être visés et donc doivent être assassinés, parce que de toute façon, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants du Hamas. Et quand vous avez peut-être suivi, peut-être pas parce que ça manque d'intérêt, mais il y a quelques semaines, il y a un philosophe français qui s'est répandu sur les réseaux sociaux en expliquant que de toute façon, il n'y avait pas de journalistes à Gaza et que les journalistes palestiniens à Gaza étaient tous des terroristes avec des liens avec le Hamas. Et donc, pour montrer que là, les éléments de langage marchent très bien, parce que ce travail fait par cette unité de l'armée israélienne est repris comme tel par soi-disant des philosophes, ce qui va complètement à l'encontre de la réalité sur le terrain. Et pour moi connaître un certain nombre de journalistes palestiniens qui sont toujours à Gaza et qui n'ont pas encore été assassinés, et j'espère qu'ils ne le seront jamais, ces journalistes ont fait un travail formidable qui permet de documenter ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais c'est complètement nié par Israël et par un certain nombre de relais à l'extérieur que l'on peut voir, soit des journalistes, soit des soi-disant experts, soit des philosophes comme celui auquel je fais allusion. Et donc là, il y a un énorme travail à faire pour démonter, déconstruire tout ce qui est mis en place par Israël et ses relais, parce qu'il y a des relais extrêmement efficaces. Alors je crois qu'ils le sont de moins en moins, parce que la réalité des images, quand même, qui traversent, même si Israël ne veut pas que ces images sortent, elles sortent, et on les voit même de temps en temps à une heure de grande écoute sur un certain nombre de chaînes à travers le monde. Et que ça, les sociétés, elles ne s'y trompent pas. Et que les sociétés, elles se mobilisent, elles réagissent. Et finalement, ce que démontre aussi cette guerre à Gaza, menée par Israël contre Gaza, c'est le hiatus et le fossé de plus en plus grand entre les pouvoirs et les sociétés. Quand on voit, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, toutes ces mobilisations, alors qu'on avait un pouvoir qui s'arc-boutait sur l'idée qu'il fallait continuer à soutenir l'État d'Israël, les images ont été telles et la mobilisation a été telle que finalement la Grande-Bretagne a fini par accepter de reconnaître l'État de Palestine. Ce qui veut bien dire quand même que ces mobilisations, elles finissent par avoir un impact important et que même si le discours des pouvoirs politiques, c'est d'essayer pour beaucoup d'entre eux, pas tous, et c'est surtout dans les pays occidentaux, parce que les pays du Sud, ils soutiennent la cause palestinienne et ils ont reconnu l'État palestinien depuis bien longtemps. Mais ces mobilisations, finalement, elles finissent par être, je trouve, quand même extrêmement efficaces, parce que ça a poussé un certain nombre de régimes politiques dans les pays occidentaux à revoir leur position et à accepter de reconnaître l'État palestinien, ce qui n'était vraiment pas évident il y a encore même quelques semaines. Et là, je pense évidemment au cas particulier de la France, où Macron à chaque fois disait on reconnaîtra l'État de Palestine le moment venu. Alors quand on lui demandait c'est quoi le moment venu, évidemment on n'en savait rien, mais Hollande avait fait la même chose auparavant en disant oui bien sûr la France reconnaîtra un jour l'État palestinien le moment venu. Donc là aussi on ne savait pas très bien. Et quand même face à l'horreur de ces images et la mobilisation, ça finit par faire bouger les choses. Et puis j'ajoute un dernier point qui est peut-être moins glorieux, c'est que je pense qu'aussi pour certains responsables politiques, ils se sont aperçus qu'à rester dans cette opposition à reconnaître le drame qui se passe dans la bande de Gaza, risquait quand même de les conduire à être du mauvais côté de l'histoire. Et qu'à un moment, on leur demanderait des comptes. Et donc, face à cette horreur, tout d'un coup, je pense qu'il y a aussi, alors on est loin de belles idées défendues, mais il y a aussi sûrement une question de sursaut politique de la part de certains, et je pense que mon président n'y échappe pas, de se rendre compte quand même que plus la situation s'aggravait, plus il prenait le risque de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Et donc il valait mieux essayer quand même d'éviter cela. Oui, du mauvais côté de l'histoire, et puis au cœur de certaines procédures. Ça concerne à la fois, je pense, les responsables politiques, mais ça concerne aussi les binationaux qui reviennent de Palestine et qui auront à rendre des comptes à un moment donné.
c'est vrai que tu mets le doigt sur les journalistes, j'y avais pas pensé, mais effectivement, hein, puisqu'on parle de démocratie, et si on fait le ratio du nombre de journalistes tués, je pense que par rapport à l'Île-de-France, ça représenterait 10 000 journalistes, pour qu'on compare un petit peu au nombre qui se trouve sur place. Je pense aussi que cette situation elle a permis de mettre quelque chose à nu qui était nié justement à travers ce fameux slogan de démocratie. C'est que le gouvernement d'extrême droite israélien est un gouvernement d'extrême droite et que le projet est un projet fasciste, rien de plus que cela. Donc je pense que si ça pouvait faire encore un doute avant 2023, et je te laisse confirmer ou pas, je pense qu'aujourd'hui ça ne fait plus aucun doute. Pour nous, ça ne fait plus aucun doute, mais on s'aperçoit qu'il y a encore quand même beaucoup de réactions face à ça. Il y a quand même encore beaucoup de politiques, d'experts, entre guillemets, qui continuent à considérer que Israël est une démocratie, que l'extrême droite, oui, d'accord, elle est au pouvoir en Israël, mais il n'y a pas qu'elle, et que donc c'est pas si grave que ça. Je trouve qu'il y a quand même une complaisance à l'égard de ce gouvernement israélien qui est quand même sidérante, et que beaucoup de pays n'auraient pas la même complaisance à l'égard d'autres régimes au sein desquels l'extrême droite serait présente. Alors c'est vrai que là, récemment quand même, Ben-Gvir et Smotrich ont été mis sur des listes leur interdisant de venir dans certains pays, mais je rappelle que même en France, il y a encore, je crois que c'était l'année dernière, Smotrich est venu être présent dans un gala à Paris, qu'on l'a laissé faire. Alors officiellement, il n'était pas du tout invité, il n'a pas eu de rencontre avec les responsables politiques, mais on a quand même laissé rentrer sur le territoire français un homme politique qui n'a de cesse que de dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre, que les Palestiniens sont comme des cafards qu'il faut écraser, enfin des propos qui normalement tombent sous le coup de la loi. Et je ne suis pas sûre que si cet homme politique appartenait à un autre pays, je pense que là, il n'aurait pas forcément eu le droit de rentrer sur le territoire français. Alors que là, il est rentré, il a tenu des propos absolument scandaleux, alors qu'ils ont provoqué quelques réactions ensuite. Mais il est venu et il a pu tenir ce langage. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus le faire. Là, pour le coup, la dégradation de la situation a été telle et les mesures qui ont commencé à être prises font qu'aujourd'hui, ces deux ministres en particulier, je pense qu'ils ne prendront pas le risque de venir dans certains pays européens parce que là, effectivement, ils pourraient avoir de sacrés ennuis. Donc ça veut dire que la mobilisation quand même finit par être efficace et qu'il ne faut pas relâcher la mobilisation pour justement montrer que ce type de discours n'est plus admissible. Mais le fait que pendant un an, un personnage comme ça ait pu continuer à tenir ses déclarations et à pouvoir se rendre en France, même à titre personnel, pose quand même des questions parce que c'est quand même spécifique à cet État d'Israël qui bénéficie quand même d'un a priori différent des autres et avec toujours l'idée que Israël est le seul État démocratique au Moyen-Orient et qu'à ce titre, finalement, tout est possible. Et je voudrais ajouter un point qui pour moi est extrêmement important, c'est que je considère que tant qu'on ne considérera pas Israël comme un État normal, on n'en sortira pas. Je pense que pour beaucoup, Israël continue à être un État qui bénéficie d'un régime d'exception de par les conditions dans lesquelles il a été créé, et je fais référence évidemment au drame de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tant qu'on ne sortira pas de cela, c'est un État qui se permettra de se comporter d'une façon qui est normalement inacceptable. Et donc, la seule solution de sortir de cela, c'est de considérer que cet État est un État comme les autres, et donc comme les autres, s'il a des pratiques et des comportements qui vont à l'encontre du droit et du droit international, on se doit de le sanctionner. Or, jusque-là, l'État d'Israël échappe à cela. Regardez par exemple, vous allez dire que je suis un peu monocasée avec la France, mais le fait que Macron considère que si Netanyahou vient en France, peut-être qu'on n'appliquera pas le mandat d'arrêt, alors que la France est signataire de cette convention, ça pose quand même une vraie question. Parce que si Poutine vient en France, il n'y aura aucun doute. Et je ne défends pas plus Poutine pour ça. Donc,
cette question de l'exception que représente Israël, même dans son comportement vis-à-vis du droit international, est une question qu'il faut mettre au centre, qui est une question essentielle. Au nom de quoi Netanyahou pourrait échapper au mandat d'arrêt? Au nom de quoi, alors que d'autres responsables, s'ils ont des mandats d'arrêt, la question ne se posera même pas. Et je rappelle qu'il y a quelque temps, l'avion de Netanyahou a survolé l'espace aérien français, qu'à ce titre, il aurait dû être arrêté par les avions de chasse français. Ça n'a pas été le cas. Alors, la dernière fois que Netanyahou a dû emprunter ce couloir, en fait, il a quand même contourné la France, puis il s'est dit que là, peut-être qu'il y aurait une réaction. Mais pour vous dire qu'on est quand même dans une situation qui est, à proprement parler, me semble-t-il, problématique. Et ça revient toujours à cette histoire particulière des conditions dans lesquelles l'État d'Israël est né. Ok, que les conditions étaient particulières et que cet État ait bénéficié de conditions, c'est tout à fait... bon. C'est un autre débat de savoir si on remet en question le sionisme et ce que représente le sionisme. Mais à partir du moment où cet État est là et qu'il existe, je crois qu'aujourd'hui, il doit être traité comme n'importe quel autre État et que le droit international doit être respecté comme il doit l'être pour n'importe quel autre État. C'est pour ça que je crois que la seule issue à tout ça, c'est finalement de considérer que l'État d'Israël doit être traité comme n'importe quel autre État et ne plus être dans cet état d'exception qui lui fait transgresser toutes les règles qui sont les règles du droit international et qui sont, pour moi en tous les cas, une vraie question qui doit être traitée et abordée de face et non pas d'essayer, là encore, de contourner, et je ne sais pas très bien comment. J'ai encore 2 questions. Si jamais j'ai ramené des livres d'Agnès, donc je vous laisserai les acheter. Je suis un peu autoritaire comme ça. Sur le fond, j'avais cette question par rapport au principe, parce qu'il y a eu 2 événements, 2 points dans l'actualité, à savoir la question de la reconnaissance des pays occidentaux, France, Royaume-Uni, la reconnaissance de l'État de Palestine, et la question du cessez-le-feu depuis quelques jours. J'ai vu ton point de vue. Bon, au départ, je considérais vraiment que cette question de la reconnaissance était sans intérêt, parce qu'elle semblait être qu'une question symbolique, et les questions symboliques ne sont pas toujours politiques, confère Obama. Maintenant, sur le fond, je crois t'avoir entendu dire qu'il était toujours préférable qu'on résout cette question par le droit, qu'on la laisse prospérer d'un point de vue militaire. Je pense que c'est ce que tu as dit. Mais je te laisse peut-être intervenir sur ces 2 points, donc la question de la reconnaissance et la question du cessez-le-feu, qui, je le crains, au vu de la pression de l'extrême droite israélienne, je pense qu'elle sera que temporaire, mais je te laisse répondre. Alors, moi, je considère que c'est quand même très important que cette reconnaissance ait lieu. Je considère qu'il fallait reconnaître cet État palestinien et que c'est bien que certains pays qui étaient encore à la traîne, comme la France, la Grande-Bretagne, le Canada, eh bien, s'engagent dans cette reconnaissance parce que ça remet quand même cette question palestinienne au centre et que c'est une reconnaissance du droit international. Et que même si le droit international n'a pas les capacités à appliquer ce qu'il prône, le fait quand même que cet État soit reconnu, d'abord ça a beaucoup embêté Israël, qu'on le veuille ou non. Netanyahou était sensible à cette question parce que ça a montré que des États dont il considérait qu'ils étaient toujours des soutiens d'Israël, eh bien, accepter de reconnaître l'État palestinien alors qu'il y avait des menaces proférées par Netanyahou contre les États qui allaient reconnaître l'État de Palestine. Il y a eu des menaces contre la France, de fermer le consulat général, par exemple, de France à Jérusalem, de prendre d'autres mesures. Bon, pour l'instant, il n'en est rien. Mais le fait que Netanyahou ait pris la peine de menacer les États qui allaient reconnaître l'État de Palestine montre à quel point, quand même, cette question était importante et le gênait, et en tous les cas, montrer un isolement de plus en plus grand d'Israël sur la scène internationale. Et donc, rien que pour ça, cette reconnaissance est importante, et elle est importante parce que ça remet le droit international au centre. Maintenant, si ça n'est que ça, c'est, j'allais dire une phrase peut-être qui va peut-être pas vous choquer, mais c'est se donner bonne conscience pour pas cher. Et si c'est ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'effectivement, un pays comme la France ou le Canada, la Grande-Bretagne peut se dire on a fait le job, on a reconnu l'État de Palestine, donc maintenant on passe à autre chose. Si c'est ça, alors pour moi, ça sera absolument catastrophique parce qu'on n'aura évidemment aucun effet positif de cette reconnaissance.
Si maintenant cette reconnaissance s'accompagne d'un engagement pour trouver une solution politique, la solution à 2 États, même si on se demande dans quelles conditions elle pourrait aboutir, mais si ça permet une mobilisation de la part de certains États de continuer à se bagarrer pour empêcher qu'Israël continue à bombarder toute la journée, eh bien, je crois que c'était quand même important. Mais je ne voudrais pas, mais c'est pour ça quand même que j'évoque cette hypothèse, parce que je ne l'exclus pas complètement, si c'est simplement se donner bonne conscience et que ça se limite à ça, eh bien, ce sera absolument catastrophique. Et donc, ça m'amène au point du plan Trump. Je suis quand même très pessimiste sur la capacité que ce plan puisse aboutir à une véritable paix. Pour moi, ce n'est pas un plan de paix. C'est pour ça que je parle du plan de Trump, hein, mais pas de plan de paix. Déjà, si ça permet un cessez-le-feu, si ça permet l'arrêt des bombardements et le retour de l'aide humanitaire pendant quelques temps, eh bien, de toute façon, on ne peut que s'en satisfaire. Enfin, je veux dire s'en satisfaire, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, reconnaître que ça, c'est important. Là, tout à l'heure, j'entendais un message d'un journaliste palestinien dont vous avez peut-être entendu parler, Rami Abou Jamous, qui est un des rares journalistes palestiniens qui est encore sur place et qui continue à documenter. Et c'est vrai que lui dit, on n'en revient pas de ne plus entendre ces bombardements, de ne plus entendre ces drones toute la journée au-dessus de nos têtes. Et rien que ça, c'est important et on savoure, si je puis dire, simplement le fait de ne plus entendre ces bombardements toute la journée sur nos têtes avec à protéger nos enfants de ces bruits. Et le fait que, du coup, l'annonce de ce cessez-le-feu eh bien, fait que les produits de première nécessité ont déjà baissé considérablement de prix parce que tous les mafieux soutenus par Israël qui ont profité de cette aide humanitaire pour en détourner une partie, pour faire monter les prix, eh bien, si l'aide humanitaire revient, tous les stocks qu'ils ont faits, ça ne sert plus à rien parce que maintenant l'aide humanitaire va rentrer. Et donc le kilo de farine qui était à des centaines de dollars est redevenu à quelques dollars. Donc si tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas pour les Gazaouis qui vivent sur place actuellement. Donc s'il y a un répit, déjà c'est extrêmement important. Maintenant, ce que je crains, c'est que les espoirs qui sont mis dans ce cessez-le-feu eh bien, risquent d'être déçus assez vite parce que je crains que Trump, de toute façon, comme toujours, là, il s'est engagé parce qu'il voulait son prix Nobel de la paix. Il ne l'a pas eu, donc je pense qu'il va être désespéré. Et donc, il va se désintéresser du coup de ce qui se passe dans la bande de Gaza et qui risque de redonner toute la marge de manœuvre à Netanyahou pour continuer à faire ce qu'il a envie de faire. D'autant plus que dans l'accord de cessez-le-feu, le Hamas, en fait, va normalement rendre tous les otages et donc il n'aura plus aucune carte entre les mains. Alors tant mieux et il est important que tous les otages rentrent bien évidemment, d'autant plus que la libération des otages s'accompagne de la mise en liberté de 250 prisonniers palestiniens condamnés à vie et de 1700 condamnés sans aucun motif. Donc de toute façon cet échange déjà est extrêmement important pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens. Mais je ne fais aucune confiance aujourd'hui à Trump pour continuer à s'engager, pour mettre en place les prochaines phases de cet accord. Donc, quand même, la principale difficulté de cet accord, c'est qu'il n'y a aucun engagement d'aucune sorte. Aucun engagement. Il y a un flou absolument artistique sur tout, sur même le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Il n'est aucunement question d'une administration palestinienne, mais d'une administration internationale, que les Palestiniens n'ont absolument pas été associés à la rédaction de cet accord. Et quand on parle du retour de Tony Blair dans la région pour gérer cette autorité, moi ça me glace le sang, parce que Tony Blair, c'est quand même l'homme qui a participé, vous vous en souvenez, à l'invasion américaine de l'Irak, hein, qui a donné son accord à ce plan américain, qu'il a soutenu. Et que Tony Blair, qui, lorsqu'il a quitté son poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, avait été nommé à l'époque à la tête du Quartet, qui était une structure avec l'Union européenne, les Nations unies, les Américains, pour essayer de régler la question palestinienne, et que la seule chose qu'on a retenue du passage de Tony Blair à la tête de ce quartet, c'est l'argent, la gabegie financière qu'il a mise en place, mais qui n'a en aucun cas permis de faciliter le règlement de la question palestinienne, mais simplement ces notes d'hôtel au fameux, vous savez, cet hôtel
à Jérusalem, l'American Colony, qui est évidemment le plus bel hôtel de Jérusalem, où il avait pris ses quartiers avec toute son équipe. Et donc tout l'argent, en gros, de l'Union européenne et de l'ONU qui était mise pour tenter de faire quelque chose, a été englouti dans les frais de l'American Colony de Tony Blair. Donc, si vous voulez, l'idée quand même qu'on mette Tony Blair à la tête de ce fameux comité sous l'autorité de Trump me rend très, très inquiète, parce que Tony Blair n'en a rien à faire de tout ça. La seule chose, c'est faire du business comme Trump, et c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien. Donc, j'ai une vision très pessimiste, je m'en excuse, de ce cessez-le-feu. Alors, très bien que le cessez-le-feu dure un certain temps, mais j'espère que ça sera au-delà de quelques jours ou de quelques semaines, et que ça permette véritablement aux Gazaouis de pouvoir reprendre une vie. Mais là encore, je suis quand même inquiète. Il n'y a rien sur la Cisjordanie dans ce plan. Il n'est pas question de la Cisjordanie. Donc, est-ce que le deal, ça a été aussi que l'extrême droite finisse par accepter ce plan en échange de la poursuite de l'action menée en Cisjordanie avec l'annexion à la clé? Alors, les pays arabes du Golfe ont dit qu'il était hors de question d'accepter une annexion. Pour moi aujourd'hui, le seul recours possible, ça va être de voir si les pays du Golfe s'investissent véritablement comme ils l'ont fait ces dernières semaines et empêchent finalement que tout dégénère, parce que, et là Trump peut y être sensible, parce que vous savez que Trump fait du business avec les pays du Golfe, pas simplement pour le pays, mais à titre perso. Je veux dire, il y a les intérêts de la famille Trump avec les familles du Golfe. Donc, est-ce que ça sera un élément suffisant pour que Trump garantisse ce cessez-le-feu et la poursuite de la négociation? Si les pays du Golfe disent à Trump « Non, mais là, il faut continuer à travailler et on ne peut pas s'arrêter en cours de route, sinon on arrête le business ». Donc, en gros, pour moi, alors je caricature un peu, mais à peine, le salut vient aujourd'hui de la capacité des pays du Golfe à continuer à exercer une certaine pression sur Trump pour pas qu'il ne se désintéresse complètement du dossier. Et vous voyez bien que tout ça, quand même, est très fragile. Et en tous les cas, de remettre tous ces espoirs dans les pays du Golfe me laisse un peu rêveuse ou sceptique, ou en tous les cas légèrement pessimiste, parce que les intérêts du pays du Golfe sont quand même assez loin des intérêts des Palestiniens. Effectivement. Bon, je terminerai sur une dernière question qui nous permettra de revenir sur l'avant-dernière chose que tu as dit, à savoir, il faudrait quand même nous expliquer qu'est-ce qui fait exception par rapport à l'État israélien. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et si on pose la question d'un point de vue marxiste, bien qu'habillé bourgeois, la question que je me pose, c'est dans l'état actuel des choses. On est dans une situation où le capital mondial soit ne considère plus qu'il a à négocier s'agissant de la répartition des richesses à travers le monde. La croissance n'est plus la même. Et à partir de là, cette réalité explique pourquoi est-ce que la social-démocratie, qui n'a que pour seul intérêt que de finalement négocier avec le capital, si le capital n'a plus rien à négocier, alors il ne négocie plus avec la social-démocratie. La social-démocratie n'a plus de raison d'être, et c'est ce qui explique qu'elle meurt à travers le monde. Et donc on assiste à une alliance avec le fascisme, à l'échelle du monde. Et ça veut dire qu'on peut analyser même par rapport à la Palestine l'alliance de la bourgeoisie et du fascisme, même à travers Trump, comme tu viens de le dire, à savoir qu'on a le bourgeois Trump qui veut faire une Rivera en Palestine et le fasciste Trump qui soutient l'extrême droite en Israël et qui parle d'expulsion massive pour les immigrés. Donc ma question, c'est, s'il s'agit de la Palestine dans le monde, est-ce qu'on devrait considérer, comme on l'a dit tout à l'heure, que la question israélienne est une solidarité finalement des pays colonisateurs ou des anciens pays colonisateurs, ou est-ce que c'est aussi, et peut-être, un laboratoire à l'échelle du monde où on essaye, par des logiciels de surveillance, par l'expérimentation d'armes qui détruisent massivement, par l'expérimentation de drones qui détruisent aussi, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de profiter de cette situation pour mettre en place un certain projet de dureté et qu'on pourrait assimiler à une forme de fascisme? Donc la question est très difficile, mais je te laisserai nous faire terminer sur ça. Oui, question difficile. Ce que l'on voit dans le cas d'Israël, c'est que pourquoi il y a cette alliance entre les Américains et les Israéliens à ce point, qui est quand même une alliance absolument qui va au-delà de
de la logique, si je puis dire. Hein. Quand on voit le comportement d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, il y a quelque chose quand même de très choquant. Alors, la première raison qui saute aux yeux, c'est de se dire que les Américains, c'est ce qu'ils ont fait avec les Indiens d'Amérique. Hein. Ils les ont mis dans des réserves et ils les ont fait disparaître. Donc c'est exactement ce que veut faire Israël avec les Palestiniens. Soit les faire disparaître, soit les mettre dans des réserves. Hein, quand l'armée israélienne considère qu'elle va garder le contrôle de 50% de la bande de Gaza, parce qu'en gros, elle va quand même rester, l'armée israélienne, je ne la vois pas se retirer complètement. Et donc, il y aura des réserves. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui en Cisjordanie avec le développement des colonies. Et donc, c'est de cantonner les Palestiniens dans des zones en les empêchant de véritablement circuler. Hein, c'est ce qui se passe aussi dans la bande de Gaza. Donc il y a un effet où on a l'impression qu'il y a une compréhension assez grande parce que finalement l'histoire des États-Unis s'est faite un peu comme se fait aujourd'hui l'histoire d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Il y a aussi l'idée quand même que les Palestiniens sont des Arabes, que Israël c'est la pointe avancée de la civilisation au Moyen-Orient. Et donc cette idée est de plus en plus quand même assumée par un certain nombre de responsables israéliens, mais occidentaux. Hein, quand on continue à dire qu'Israël est une démocratie, enfin, moi j'ai quand même du mal à considérer qu'on puisse encore dire ça aujourd'hui. Quand on entend que l'armée israélienne est l'armée la plus éthique au monde, pareil, enfin, quand on voit ce qui se passe depuis 2 ans et ce qui se passait avant, parce que finalement il y a tout un tas de comportements de l'armée israélienne qui sont devenus des évidences. Il y a un truc qui me choque terriblement, c'est les assassinats ciblés. Vous avez vu, ça fait des années que Israël régulièrement va tuer des gens en disant ce sont des assassinats ciblés. Plus personne ne remet en question les assassinats ciblés parce que ça vise des responsables du Hamas ou du djihad islamique, donc ce sont des islamistes, donc ce sont des méchants. On revient au terrorisme en septembre et donc tout ça est normal. Non, en termes de droit international, on n'a pas le droit d'aller tuer quelqu'un quelque part. Qu'on aille le chercher, l'emprisonner, qu'il y ait un procès parce qu'on estime que, oui, mais on n'a pas le droit de mener des assassinats ciblés. Un autre concept qui n'est même plus remis en question aujourd'hui, ce sont les frappes préventives. Israël a détruit 80% des infrastructures militaires syriennes à la chute du régime de Assad au nom de frappes préventives, au cas où Charles, l'homme fort de Damas, ait envie de s'attaquer à Israël. Comme si la priorité, la préoccupation du nouvel homme de Damas, ce soit d'aller bombarder Israël. Enfin, il faut être complètement... c'est aberrant de pouvoir même envisager ça. La priorité de Charles, c'est d'essayer d'obtenir la levée des sanctions pour que l'économie du pays revienne et réponde aux attentes de la population syrienne. Ça n'a jamais été... Il n'y a pas eu le moindre mot de Charles contre Israël. Et donc, il y a une espèce d'accoutumance, de pratique menée par Israël, comme quand Israël va bombarder le Liban Sud en rasant tous les villages sur 30 km quand même. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de protestations parce que c'était le Hezbollah qui lançait des roquettes, donc pareil, des islamistes, des méchants, donc il est légitime de détruire tous les villages à la frontière sud du Liban, mais quand même sur une profondeur de 30 km, hein, donc c'est quand même c'est du sérieux. Et quand on va assassiner Hassan Nasrallah, c'est tout à fait légitime. Donc, tous ces comportements qui sont les comportements aujourd'hui de l'armée israélienne et du gouvernement israélien, qui sont devenus des choses normales, qui sont quand même éminemment des comportements et des actions qui sont terriblement choquantes parce qu'elles violent absolument toutes les règles du droit international, mais plus personne ne les remet en question. Et ce que je trouve le plus choquant, finalement, c'est ça. Et on va vous parler d'assassinats ciblés, de frappes préventives, sans qu'on interroge ce que ça veut dire et sans qu'on condamne des actions qui sont éminemment condamnables parce qu'elles vont complètement à l'encontre du droit international, sans parler du fait qu'aucune résolution de l'ONU n'a été appliquée dans le conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est profondément choquant et qui montre que finalement, et pour essayer de rejoindre la deuxième partie de ta question, qu'on est arrivé à un stade où Israël a les mains libres pour mener les actions qu'il entend de façon tout à fait acceptable au nom de sa sécurité, parce qu'à chaque fois on revient à cette même idée. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt les Palestiniens qui sont en danger qu'Israël, hein, même si le 7 octobre a été terrible, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper et de continuer à justifier des actions au nom de la sécurité d'Israël.
ça me paraît quand même quelque chose là aussi qui mérite en tous les cas d'être interrogé. On ne peut pas accepter simplement cette phrase en permanence de dire « Ah, mais c'est au nom de la sécurité d'Israël ». Enfin, ça ne me paraît pas tenable comme argument. Et donc on voit bien effectivement qu'il y a cette espèce d'alliance aujourd'hui entre un Trump et un Netanyahou qui finalement partagent la même idée selon laquelle il est légitime qu'ils dominent le monde, que ce sont les Blancs, on va revenir à la question coloniale, ce sont les Blancs qui dominent. On est revenu, enfin moi j'ai eu le sentiment quand même que, vu mon âge, il y avait eu la période de décolonisation et qu'il y avait eu une avancée qui faisait qu'on ne pouvait plus revenir à ça. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, la question de Gaza, pour moi, révèle de façon absolument évidente cette question coloniale, mais du coup, la supériorité, finalement, des Blancs, puisque Israël est la pointe avancée de la civilisation, donc ce sont les Ashkénazes issus d'Europe, et donc en alliance avec les Américains, et quand on voit tous les discours sur la domination, ou le retour de la domination de l'homme blanc vis-à-vis, justement, tu disais, le traitement des immigrés aux États-Unis, il y a l'impression d'une espèce de retour en arrière absolument dramatique, alors qui n'a peut-être jamais complètement disparu, mais on s'était dit que peut-être qu'on avançait vers autre chose, mais que finalement c'est plus du tout ça, et que la logique aujourd'hui de cette guerre de Gaza, pour moi, c'est une logique purement coloniale de la domination de l'homme blanc, de la civilisation occidentale sur le reste du monde. Et l'affaire de Gaza est tellement significative. Qui dépose tout le dossier à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice? C'est l'Afrique du Sud, ce ne sont pas les pays occidentaux. Et donc on voit bien qu'on est toujours dans cette logique quand même de la domination d'une partie du monde sur le reste, et que là, avec un Trump, ça reprend de la vigueur, et ça ne peut que donner des ailes, si je puis dire, à un Netanyahou et à un système politique en Israël où l'extrême droite est dominante sur ces questions-là. Donc là, il y a quelque chose d'absolument saisissant, si je puis dire, parce que je pensais vraiment que c'était dépassé. Et bien, c'est pas du tout dépassé, ça revient en force et de façon absolument saisissante avec cette offensive, cette guerre menée par Israël contre les Palestiniens. Merci beaucoup, Agnès. Et c'est tout bon pour moi aussi par rapport aux questions.